Re-bienvenue dans la série Bike to Wild. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, je vous propose de venir avec moi dans les campagnes vaudoises pour aller découvrir un insecte qui est de plus en plus rare, le grand capricorne. Ensuite, je vais retourner jusqu'à Lausanne, à la vallée de la Jeunesse, et là-bas, on peut observer le lucane cerf-volant, un autre coléoptère qui vit sur les chênes. Et pour finir, je vais me rendre jusqu'à Genève pour vous parler d'une petite BD qui a été sortie par le musée d'histoire naturelle de Genève et qui, justement, met en avant les refuges écologiques que l'on peut trouver en ville. Donc sur le coup, je pose mon vélo et c'est parti, je commence l'intervention avec Steve Breitenmoser, un entomologiste spécialiste de ces deux espèces. Salut tout le monde, moi c'est Steve Breitenmoser. J'étudie avec passion depuis 15 ans les coléoptères saproxyliques, des composeurs du bois, et je vous invite à me suivre. Alors là, Victor, regarde justement. On a ces allées, cette allée magnifique de chênes, typique des milieux agricoles anciens, mais qui ont beaucoup disparu. On en trouve encore à Genève, et puis dans l'Ouest vaudois. Elles sont absolument remarquables, même d'un point de vue paysager. Et là, il y a un petit trésor là-dessus, non? Il y a un petit trésor. On y va? On y va, Allez, go. c'est parti. Là, c'est exactement l'exemple parfait de l'arbre du chêne sénescent, en train de mourir. Et hyper attractif pour le grand capricorne. Cette fois, enfin, je vois ce que c'est. Donc en fait, il y a des branches qui sont encore bien vivantes, là on le voit, qui sont en train de pousser même. Oui, Et puis il y a quand même du bois qui, lui, est en train de mourir, si ce n'est pas déjà un peu mort. exactement. C'est-à-dire qu'une partie de l'arbre est déjà en train de faiblir, de gentiment mourir, mais il a encore de la force pour avoir une partie qui est vivante. Et c'est ces arbres-là qui sont hyper importants parce que c'est là qu'il va non seulement avoir le cycle, mais dont les adultes vont encore venir pondre. Il faut qu'il y ait un arbre qui soit en train de mourir pour qu'il vienne pondre. Les femelles pondent sur l'écorce, ensuite les larves sont sous-corticales, c'est-à-dire sous l'écorce au départ, et ensuite elles s'enfoncent dans le bois. Et une fois qu'elles s'enfoncent dans le bois, elles vivent 3 ans dedans. 3 ans? 3 ans. Oh, ça c'est énorme. C'est pour ça que c'est assez incroyable, mais il faut vraiment une longue vie larvaire. 3 ans de vie larvaire pour vivre que 1 mois, 2 mois, ou des fois quelques minutes, s'ils ne sont pas becquetés par un oiseau. Mais ce qui est important, c'est que ces galeries offrent un micro-habitat à d'autres coléoptères saproxyliques qui seront aussi prédatés par d'autres espèces, qui seront là que s'il y a justement la nourriture. Et tout ça ensemble crée un milieu incroyable. Et c'est pour ça que pour un tout à chacun, ça paraît être pas important, ou qu'est-ce que fait cet arbre mort ici, c'est moche, mais c'est pas important qu'il soit moche. Ce qui est important, c'est qu'il soit fonctionnel. Ouais. Il est hautement fonctionnel. Un arbre mort, c'est des milliers de vies. Et c'est ça qui est important aussi de mettre en avant. Et souvent, en plus, ce qui est un peu dommageable pour faire comprendre la richesse d'un arbre, c'est que c'est souvent des coléoptères ou des individus, des organismes très discrets ou nocturnes. Donc on les voit quasiment jamais. C'est tout un monde là-dedans, quoi. C'est un monde hautement diversifié à la fois en type d'organisme ou très diversifié aussi dans la morphologie. On va peut-être voir un peu tout ça au fur et à mesure de notre balade dans les forêts, et pas que dans les forêts. Parce que là aujourd'hui, on n'est pas dans une forêt, on est dans un parc, et c'est un endroit qui est assez riche justement en organismes saproxyliques, et particulièrement le lucane. Ici, on en a vu déjà beaucoup. Et puis, c'est quand même incroyable, on est en ville et il y a quand même des organismes saproxyliques qui arrivent à se développer ici. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais ces milieux en ville sont souvent des milieux un peu de substitution qui permettent à pas mal d'organismes, enfin à une biodiversité en général de subsister et
notamment des espèces emblématiques comme le lichen cerf-volant. Donc ça montre quand même l'importance de ces milieux à préserver de manière optimale. Mais c'est incroyable, ils sont là, on peut les voir Ils sont là. plus ou moins facilement. On peut les voir assez facilement. Comme ils sont un peu crépusculaires ou nocturnes, des fois on les voit quand même un peu plus facilement le soir. Ou un autre indice, c'est ils sont souvent fortement prédatés par des oiseaux notamment. Et leur indice de présence, c'est trouver ces restes d'individus, des cadavres, des têtes, des élytres, donc la carapace. Et ça se trouve facilement, on en trouve facilement sur le sol. Oui, on en trouve assez facilement, notamment sur les chemins qui sont dans des cordons boisés ou dans des petites forêts. On vient de trouver une femelle, mais sur la route quoi, carrément. Ouais, les femelles se baladent vers les souches, en lisière ou sur les chemins dans les zones urbaines. Ouais. Et le problème, un des facteurs, c'est le piétinement, l'écrasement ils sont vulnérables à ça, quoi. Ouais, on Surtout voit les ici, femelles, il y a souvent des vélos, il y a plein de gens qui passent et tout, donc on a trouvé d'ailleurs en plus plein d'écrasés sur la route, ouais. Donc, Bon alors qu'est-ce que t'as chopé là, c'est un mâle ou une femelle cette fois? c'est pas beau ça? Bah je sais pas, j'ai pas vu encore. C'est un beau mâle. Ah voilà. Ouh les chicots. Oui, alors, t'as vu ces mandibules? Donc les mâles volent au crépuscule, vont chercher les femelles. Donc comme là tu l'as eu, tu l'as attrapé, il est en train de voler. Il est en train de voler, Ouais. exactement. Et les femelles restent plus ou moins au sol et attendent les mâles. Elles émettent une phéromone et puis les mâles vont ensuite les chercher pour l'accouplement. Puis des fois, il y a plusieurs mâles qui arrivent et du coup, il y a affrontement. Et ça se fight. Les mâles et les femelles ont un grand dimorphisme sexuel. Les mâles ont ces grandes mandibules qui font penser à un cerf. C'est pour ça qu'ils s'appellent cerfs-volants. Les grandes mandibules des mâles leur servent au combat entre rivaux. Tandis que les femelles ont des petites mandibules, vu qu'elles n'ont pas besoin de combattre. Elles ont ces petites mandibules qui sont acérées par contre, alors quand elles pincent, on sent bien. Ça fait plus mal que les mâles encore. Ça fait plus mal que les mâles. Du coup, ces mandibules acérées leur permettent de creuser effectivement et puis de s'enterrer profondément. Elles vont si profond pour pouvoir pondre leurs œufs, pour pallier aussi à la problématique du gel. On se baladait avec Steve pour chercher un petit peu les lucanes et on a vu au loin cette magnifique souche là. Elle est magnifique, non? Elle est magnifique, mais a priori, elle paraît toute anodine et petite. Mais malgré tout, autour, sur un diamètre de 2 mètres, on trouve des trous d'émergence de lucanes. Et dernièrement, on a vu encore un lucane mâle se balader. Ouais. Et donc, une souche comme ça a déjà son importance pour les lucanes cerfs-volants. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, c'est un vieil arbre mort, donc il n'y a plus rien dessus. Mais c'est vrai que si on est attentif... Il y a plein d'autres choses dessous. Et justement, pour les lucanes cerfs-volants, il faut un volume de souches, de bois mort et de radicelles et de racines qui sont en décomposition pour offrir un milieu de vie pour les larves qui doivent se nourrir pendant 5-6 ans pour pouvoir arriver au stade adulte. C'est vraiment un message important que ces structures sont... C'est pas juste du chenil, c'est vraiment une importance vitale pour beaucoup d'organismes. Bah, moi, je te remercie surtout d'avoir pris le temps de venir faire ces quelques soirées avec moi et puis de me faire découvrir ce monde que je connaissais pas et je suis ravi d'avoir découvert. Je pense que YouTube aussi est content d'avoir découvert ça. Donc franchement, Steve, un grand merci. Et puis j'espère, je pense qu'on va être amené à se revoir pour d'autres aventures. J'espère bien. J'espère bien. En tout cas, merci à toi pour avoir fait tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagné par Rita. Salut Rita. Bonjour. Tu vas bien? Mais très bien, merci. Et on va commencer cette aventure de découverte des dendromicrohabitats ici même avec le chêne Napoléon. Il paraît très gros, mais en réalité, il a peut-être fait un tiers de sa vie seulement. Seulement? Ouais, Il est énorme déjà. Ouais, mais un chêne, il peut atteindre 1000 ans. Il a peut-être 300 lui. Et donc il va encore accumuler, j'imagine, des dendromicrohabitats. Ouais, alors des dendromicrohabitats, oui, mais qu'est-ce que c'est hein? Ouais, C'est un terme un peu barbare. C'est vrai? Dendro, ça veut dire bois. Micro, petit. Habitat, un lieu de vie, donc des petits habitats portés par un arbre. Et en fait, ces habitats sont utiles à des milliers d'espèces différentes. Comment ils se forment ces petits habitats dans les arbres? Alors, ça peut être simplement, par exemple, un arbre qui tombe, qui fait une blessure. Ça peut aussi être l'homme qui scie une branche. Hein. Et puis, ça peut être aussi une chute de pierre, par exemple, qui casserait un peu. Mais ça peut aussi être, par exemple, un coup de foudre qui crée des fentes dans un arbre, ou bien un oiseau, un pic par exemple, qui vient de creuser sa loge. Donc c'est ça qui crée des dendromicrohabitats. Les organismes saproxyliques qui vivent dans ces dendromicrohabitats, ils rendent des services écologiques à la forêt.
Évidemment, donc tu vois, tout ça, ça décompose le bois. Le bois, après, ça devient de l'humus, tous les nutriments sont libérés, et puis les arbres peuvent nouveau les pomper pour pousser. Donc c'est vraiment le recyclage de la matière organique, mais pas que ça. Pas que ça. Imagine-toi, on a vu que c'était tout mou, parfois c'est très humide. Donc ça veut dire un été très sec où il ne pleut pas, où se trouve l'humidité, c'est sous les bois morts, dans les bois morts. C'est bien pour ça qu'on espère sensibiliser le plus possible de forestiers à cette problématique pour qu'ils réalisent que c'est vraiment des habitats super importants. Plus la forêt est diversifiée en termes de différents arbres, différents insectes, différents champignons, plus c'est diversifié, plus la forêt elle sera qu'on appelle résiliente. Ça veut dire qu'en cas de problème, ou qu'une espèce a un problème, il y a toujours plein d'autres qui peuvent exercer les fonctions, parce que chaque espèce a bien sûr des fonctions dans l'écosystème. En tout cas, moi, je ne regarderai plus jamais le bois mort de la même manière. Ah bah alors là. J'espère que vous aussi, parce que c'est un truc de fou, quoi. Prenez le temps de regarder le bois mort et toute la vie qui est autour, c'est fou. C'est impressionnant. T'as vraiment un métier qui est hyper cool. C'est passionnant. Ouais. Les vieux arbres, c'est vraiment pour moi, c'est comme la cathédrale de Lausanne. Il faut les garder. Tu ne vas jamais raser la cathédrale de Lausanne. C'est clair, c'est clair. Donc créer des dendromicrohabitats, parfois ça prend des dizaines, voire des centaines d'années. Il faut de la patience, il faut du temps. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le temps, c'est quelque chose de précieux, mais ouais. Donc créer des milieux comme ça, on peut facilement, comme un tas de bois, mais créer un vieil arbre, on ne peut pas. On doit juste avoir de la patience. Et toi, tu défends justement ces vieux arbres. Ouais. Bravo, je suis trop content, merci beaucoup. Alors, Covid friendly. Ciao. Merci beaucoup, je te laisse repartir à l'EPFL. Ouais. Et puis moi je vais repartir à vélo sur mes aventures. Et puis... Super. Merci beaucoup encore. À une prochaine. Allez, ciao. Ciao. La ville et la nature, dans une certaine mesure, peuvent cohabiter. Et c'est vraiment le cas avec les organismes saproxyliques. Et je me suis justement rendu à Genève parce que je savais qu'ils avaient sorti une petite BD qui met en avant certains refuges écologiques où il y a des organismes saproxyliques qui vivent. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de faire un petit peu le tour des différents parcs de Genève en suivant la BD et aller découvrir un petit peu ce que je trouve. Donc c'est parti, allons-y. 5 petites minutes de vélo depuis le jardin botanique et j'arrive au deuxième point que nous propose de visiter la BD, c'est au parc Tremblay. Et là on peut voir de magnifiques arbres, dont ce vieux chêne derrière qui est vraiment magnifique. Et en plus la ville de Genève a mis en place des panneaux qui nous permettent d'apprendre un petit peu plus sur les espèces qui vivent ici. Et là en l'occurrence on parle de Cérambycerdo, ça c'est le longicorne, et le lucane cerf-volant, celui qui a les grosses chicots, ils peuvent être les deux observés ici. Et en plus ils ont installé des barrières pour éviter qu'il y ait trop d'écrasement. Et ils ont même mis des vieilles souches au sol pour augmenter encore la diversité d'organismes saproxyliques. Donc c'est vraiment un endroit super cool à aller voir. Mais moi je vais déjà au point numéro 3, c'est parti. Je suis justement arrivé à la Perle du Lac, c'est un magnifique parc à Genève, au bord du lac bien sûr. Et vous voyez, encore une fois, la ville de Genève a bien géré son coup parce que l'année passée, il y a ce magnifique chêne qui est tombé et ils ont décidé de le laisser en place. Et maintenant, vu que vous êtes tous des experts des organismes saproxyliques, vous savez que c'est de la grosse balle de laisser des arbres comme ça au niveau de la diversité animale. Donc, moi j'ai fini ma petite mission genevoise. Je vais retourner en terre vaudoise. À la prochaine pour un épisode sur une autre espèce, un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi cet épisode. Allez, ciao bonne!